Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Donc c'est chaud là-bas au State en ce moment. Oui, bon, c'est chaud. Si les républicains gagnent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont Ça pas enlever dépend. Biden au pouvoir. Ça dépend. S'ils gagnent s'ils gagnent le Sénat ou s'ils gagnent la Chambre des représentants. Mais là, ils sont en tête sur la Chambre des républicains. Non, la Chambre des représentants. représentants. Oui. Et au Sénat aussi, ça avance. Par contre, au Sénat, ça avance en vitesse. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que la vague bleue qui était annoncée n'est pas celle qui était annoncée par les sondages, n'est pas celle qui est en train de se réaliser sur le terrain. Les sondages là. Il y a certes une avance au niveau de la Chambre des représentants de la part du Parti républicain, mais au niveau du Sénat, tout va certainement se jouer au niveau de l'Arizona parce que pour le moment, je crois, au dernier résultat que j'avais regardé ce matin, ils étaient à 47 pour les démocrates et 46 pour les républicains. Donc, et puis bon, il faut attendre d'abord les résultats définitifs parce qu'il faut savoir que dans certains États, on a clôturé les bureaux de vote à 6 heures, donc les dépouillements au moment où nous parlons sont encore en cours. Sans oublier qu'après, il va y avoir tout le contentieux qu'il va falloir gérer au niveau local d'abord, parce qu'il y aura certainement des candidats qui vont porter des recours pour invalider les résultats dans certains bureaux de vote au niveau des États. Ça là-bas. Oui, bien sûr. Et il y aura aussi un recours au niveau fédéral, parce que si au niveau des cours des États, eh ben, les verdicts ne satisfont pas certains candidats, eh ben, ceux-ci pourront se pourvoir en cassation au niveau des cours fédérales. Et donc là-bas aussi, il va falloir attendre les résultats pour pouvoir dire de manière définitive, pour avoir des résultats définitifs qui nous permettront d'avoir, si tu veux, pour voir la répartition des différents postes électifs, aussi bien pour les gouverneurs que pour les sénateurs et les députés. Donc, pour le moment, il est quand même assez prématuré de pouvoir se lancer dans des pronostics. Mais pour en revenir à ta question, il faut savoir que le Sénat, le Sénat a le rôle de... D'abord, il faut expliquer que les États-Unis, c'est ce qu'on appelle un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire que le président, il ne gère pas seul. Tous les pouvoirs sont partagés entre le Congrès et la Maison-Blanche. Alors, pour ce qui concerne le Sénat entérine tout ce qui est nomination à des postes d'État, donc des postes de hauts fonctionnaires d'État, à la CIA, au FBI, au niveau des agences fédérales et au niveau des postes de juges fédéraux. Donc, le président choisit les personnes pour occuper ces postes, mais c'est le Sénat qui valide ces postes-là. Ça, c'est la première chose. Donc, le Sénat a un rôle important. Il ne faut pas oublier, lors de la présidence de Donald Trump a pu nommer 3 juges à la Cour suprême parce que il y avait les républicains avaient justement la majorité là-bas. Et c'est ce qui avait pu faire basculer, si tu veux, la composition de la Cour suprême en faveur des républicains. Et c'est ce qui a permis, en juin dernier, le fait que la Cour suprême, pour la première fois de l'histoire de cette institution, ait invalidé ou ait annulé un arrêté qui avait été pris précédemment, notamment lors de l'arrêté Roe versus Rose, qui permettait, sur lequel les États se basaient pour légaliser l'avortement. Donc il y a ça. Maintenant, au niveau de la Chambre des représentants a aussi un rôle très important parce que c'est elle qui peut diligenter, par exemple, des commissions d'enquête. Il faut savoir qu'il y a une commission d'enquête qui a été diligentée contre Donald Trump en ce moment pour les événements du 6 janvier au Capitole. Et puis, il faut savoir que durant le mandat de Donald Trump, la Chambre des représentants qui était majoritairement démocrate avait diligenté 2 procédures d'impeachment. C'est-à-dire qu'à la suite d'enquêtes, ils avaient dit que Donald Trump avait outrepassé son rôle en demandant à l'époque à Volodymyr Zelensky de lui donner des informations concernant Joe Biden et son fils Hunter Biden, concernant les affaires qu'ils avaient en Ukraine là-bas, en échange de la validation de l'aide militaire américaine qu'elle octroyait régulièrement à l'Ukraine depuis à peu près une dizaine d'années. Donc il y avait ça, et puis aussi il y avait la collusion. Ça, c'était la première procédure d'impeachment. La deuxième, c'était la collusion présumée entre les Russes
et l'équipe de Donald Trump pour faire basculer les élections en faveur de Donald Trump. Donc ça, ces deux procédures, même si elles n'ont pas abouti, parce que la procédure, pour qu'elle aboutisse, il faut d'abord qu'elle soit lancée au niveau de la Chambre des représentants. Les démocrates avaient une confortable avance et donc ils avaient pu à chaque fois déclencher la procédure. Mais c'est tout se joue au niveau du Sénat, c'est le Sénat qui validait la procédure en elle-même ou pas. Malheureusement pour les démocrates, et pour la chance pour Donald Trump, c'est qu'à chaque fois, il y avait le Sénat qui était là, les républicains qui avaient la majorité au Sénat, et à chaque fois, le Sénat avait rejeté ces deux procédures d'impeachment. Mais donc, ça veut dire que si par exemple, en l'occurrence ici, si la tendance est confirmée, c'est-à-dire que ce sont les républicains qui remportent ces élections, remportent la majorité à la Chambre des représentants, et pas mal de commissions d'enquête vont être mises sur place. D'abord, la commission d'enquête sur les événements du 6 janvier, c'est sûr qu'elle va être dissoute. La deuxième chose, c'est que les républicains aussi, à leur tour, vont diligenter des commissions d'enquête, notamment celles concernant Hunter Biden et son rôle dans l'entreprise Burisma, qui est une entreprise énergétique qui travaillait en Ukraine. Les républicains accusent Hunter Biden d'avoir bénéficié de ce poste-là au conseil d'administration de Burisma du fait qu'il était le fils de Joe Biden, à l'époque vice-président des États-Unis, et qu'il y a certainement que des informations dont Joe Biden bénéficiait il aurait bénéficié de certaines informations classées secret défense, des informations auxquelles il n'aurait normalement pas eu accès, mais il les a obtenues parce que c'était le fils de Joe Biden. Donc, il est clair qu'il y aura des commissions d'enquête, cette fois-ci, contre Joe Biden qui vont être diligentées. Maintenant, comme j'en avais parlé ici, si le républicain prenait le Sénat et il prenait la Chambre des représentants, les républicains, on l'entendait aussi en sourdine, se dire que pourquoi pas aussi balancer une procédure d'impeachment contre Joe Biden, déjà pour l'affaire concernant son fils Hunter, et puis aussi pour revenir sur l'état de santé en fait de Joe Biden. On n'en parle pas beaucoup dans les médias que nous suivons ici, parce que ce sont des médias qui sont assez... je ne dirais pas, je ne dis pas qu'ils sont de mauvaise foi, non, mais je dirais qu'ils sont pas assez sévères vis-à-vis de la situation de santé de Joe Biden. Or, quand j'ai la chance de suivre d'autres médias alternatifs sur Internet, quand vous écoutez les médias républicains, avant ça faisait un peu rire, mais logique. Aux États-Unis, ça fait de moins en moins rire ces absences de Joe Biden, lorsqu'il est dans des interviews où des fois il donne une réponse à une question sans aucun lien, ou des fois lorsqu'il salue 3 fois la même personne, ou lorsqu'il a du mal à trouver son chemin, ou parfois lorsqu'il lit mal un discours sur le prompteur, donc les parties sur lesquelles il ne devrait pas, il les lit aussi. Donc tout ça, évidemment, au début, ça faisait un peu rire, mais aux États-Unis, ça fait de moins en moins rire. Et surtout que Joe Biden n'exclut pas de se représenter en 2024. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment, mais on n'a pas encore les résultats définitifs. J'y reviendrai plus en longueur vendredi. Mais ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'annonce que va faire Emmanuel Macron sur la fin de l'opération Barkhane. Alors, il faut savoir la fin de l'opération Barkhane, qui est une des opérations militaires françaises au Sahel. Alors, pour bien comprendre le contexte, il faut savoir que les Français sont arrivés au Sahel, d'abord au Mali, en 2013, pour aider le gouvernement de l'époque à lutter contre la menace djihadiste qui, si tu veux, avait déjà envahi le nord du pays et qui se rapprochait dangereusement vers Bamako, la capitale. Donc, à la suite de ces opérations, dont on n'a jamais fait un véritable bilan, puisque après, au départ, il y a eu l'opération Épervier, qui a duré quelques mois, qui a repoussé un peu les djihadistes jusqu'à la porte de Kidal, au nord du pays. Puis on est passé aussitôt à l'opération Serval. L'opération Serval, on ne sait pas trop bien quel bilan on peut en tirer, parce qu'il faut savoir que l'opération Serval a été celle au cours de laquelle il y a eu un renforcement de la présence militaire française au Mali. Et on est passé de 3500 hommes jusqu'à 5500 hommes à l'époque dans le Sahel. Et puis, à partir de
à partir de 1er août 2014. Donc, Serval n'a duré aussi que quelques mois. On est passé à l'opération Barkhane. Alors, l'opération Barkhane, la différence avec les deux autres, c'est que Serval et Épervier, c'était des opérations militaires françaises exclusivement au Mali, si tu veux, avec l'armée malienne. Alors, après, la France s'est rendue compte que la menace djihadiste n'est pas que malienne. Elle concerne l'ensemble du Sahel. Elle a donc dû revoir sa copie et revoir sa stratégie. Et c'est la raison pour laquelle, concomitamment, la France a incité à la création de ce qu'on appelle le groupe G5 Sahel, c'est-à-dire cette opération qui se fait en partenariat avec les armées des 5 pays du Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Et donc, c'est cette opération-là, Barkhane, qui donnait maintenant, si tu veux, une étendue, non plus au niveau du Mali, mais au niveau maintenant de l'ensemble du Sahel, pour essayer de lutter contre cette menace djihadiste-là. Et puis après, depuis 2019, on a vu l'arrivée d'une autre opération qu'on appelle l'opération Takuba. Ça aussi, je vais y revenir. Mais l'opération Takuba, la différence, c'est qu'il ne s'agit plus maintenant pour la France de lutter seule aux côtés des pays africains contre la menace djihadiste, au Sahel, mais il s'agit maintenant d'intégrer progressivement les pays européens dans cette lutte-là et de ne plus faire de cette lutte-là une lutte uniquement française, mais d'en faire une lutte européenne aux côtés d'États africains. Alors, donc là, maintenant, bien entendu, quand on annonce la fin d'une opération, il faut quand même essayer de se poser un peu, d'essayer de comprendre d'abord les raisons de la fin de cette opération. Et bien, tout part du fait que après la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, puis dans un coup d'État qui avait été organisé par Assimi Goïta, puis le remplacement d'Ibrahim Boubacar Keïta par Bandao, le colonel Bandao, et Mokhtar Ouane comme Premier ministre, puis après l'éjection de ces deux hommes politiques-là un an plus tard par le colonel Assimi Goïta, qui estimait que les résultats attendus n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il espérait. Donc les militaires ont décidé de prendre en main, les militaires maliens ont décidé de prendre en main les choses. Il est clair que ce deuxième coup d'État qui avait totalement surpris la France avait à l'origine, si tu veux, de la dégradation des relations entre Paris et Bamako. Et à la suite de ce second coup d'État, la France avait donc décidé unilatéralement de se retirer du Mali. C'était en juin de l'année dernière, et donc c'était en juin dernier, pardon. Et donc face à cette situation, le Mali donc n'avait fait que demander l'accélération du processus. Et donc en août dernier, les soldats français ont définitivement quitté le Mali, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont quitté le Sahel. Ils se sont redéployés notamment au Niger, où les bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou ont été fermées. Et maintenant, tout ce contingent français-là s'est déplacé du côté, les 2 tiers se sont déplacés du côté du Niger, et le tiers restant est descendu du côté du Tchad. Alors, pour le bilan de l'opération Barkhane, c'est un bilan très très mitigé. Pourquoi ? Parce que les Français étaient arrivés avec l'objectif d'éradiquer le djihadisme, notamment incarné par 2 groupes, deux mouvements. On a le groupe État islamique et on a le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors malheureusement, ni l'État islamique ni Al-Qaïda n'ont été éradiqués. Au contraire, ils continuent de mener des exactions et continuent à terroriser les populations. Pour prendre le cas du Mali, il faut savoir que rien que depuis le début de ce conflit-là, il y a environ 175 000 Maliens qui ont quitté le pays, qui sont réfugiés dans les États voisins, et il y a 145 000 Maliens qui se sont déplacés à l'intérieur du territoire malien. Et malheureusement, que ce soit au Niger ou au Burkina Faso, on l'a encore vu il y a quelques jours, le nord du Burkina Faso fait l'objet d'attaques récurrentes de groupes djihadistes. Donc le redéploiement de l'armée française au Niger ou au Burkina Faso n'a en rien changé la réalité sécuritaire sur le terrain. Et puis la deuxième chose, c'est sur le plan de l'organisation même de la présence française. Il faut savoir que face à une montée d'une espèce de xénophobie vis-à-vis de la France, l'État français avait donc, le gouvernement d'Emmanuel Macron avait donc décidé, si tu veux, de changer de stratégie en ne se mettant plus en avant. Parce qu'on reprochait justement
et c'est ce que les Maliens avaient reproché aux Français, le fait qu'ils aient pris le devant. Ils étaient arrivés au Mali comme s'ils étaient en territoire conquis, et donc ils étaient venus avec leur propre stratégie, avec leurs armes, avec leur budget, et donc ils n'ont jamais tenu compte, selon les Maliens, des besoins ou des points de vue des Maliens dans les stratégies de lutte contre le terrorisme. Et c'est ce qui a, à mon avis aussi, été à l'origine de la tension entre les deux groupes. Et deuxièmement, les Français sont arrivés en n'ayant qu'une seule réponse à la menace terroriste, c'est la réponse militaire, c'est la réponse sécuritaire. Or, lorsque l'on regarde bien la situation dans la zone des trois frontières, eh ben, la montée du terrorisme est due non pas seulement à une question sécuritaire, mais aussi à des questions politiques et sociales. Politique, pourquoi ? Parce que dans cette zone-là, que l'on prenne le cas du Mali, par exemple, le nord du Mali, les populations touareg ou les populations qui sont au nord du Mali ont toujours considéré que l'État central les avait oubliés, les avait ignorés, et donc il y avait très peu de présence de l'État, et donc ça c'est la première réponse, donc une absence de présence de l'autorité de l'État. La deuxième chose, c'est que sur le plan social, c'était des zones où la pauvreté est endémique, où il n'y a absolument pas, le chômage il est horrible, il n'y a quasiment pas d'entreprises, donc le chômage là-bas il est énorme, donc il n'y a pas d'infrastructure, pas d'école, pas d'hôpitaux, etc. Donc ces populations-là se sont toujours senties abandonnées par les pouvoirs centraux, et donc ils voient en la menace djihadiste soit un moyen de subsistance, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ces groupes djihadistes-là se lancent dans des activités telles que les enlèvements pour obtenir des rançons, tels que le trafic d'armes, et parfois même le trafic de drogue. Donc ça leur permet d'avoir de l'argent, et ils s'en servent de moyen d'échange, ils en servent comme un moyen d'appel pour ces jeunes qui sont au demeuré abandonnés par les autorités, par les pouvoirs publics. Et donc, le fait que la France n'avait que dans son escarcelle la simple réponse sécuritaire a fait que si dans un premier temps, les Français ont été accueillis avec beaucoup de triomphalisme, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de soulagement par les populations maliennes et autres, mais elles ont très vite déchanté, puisque une fois qu'ils ont lancé les premières opérations, et ben, une fois que l'on ramène la paix et qu'ils repartent, et ben, qu'est-ce qui se passe ? Et ben, ces populations se retrouvent face à leur même réalité, c'est-à-dire une absence d'infrastructure, une pauvreté endémique et un chômage démentiel. Donc, ce qui fait que à chaque fois, et ben, quand les groupes djihadistes reviennent, et ben, ils n'ont pas de mal à recruter. Et donc, ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, c'est que lorsqu'on regarde le budget, lorsque l'on regarde les sommes dépensées, pour l'année 2021, par exemple, la France a dépensé 820 millions d'euros, ce qui représentait à peu près les 2/3 de l'ensemble de son budget des opérations extérieures, des OPEX. Parce que les OPEX pour 2021, c'était 1,4 milliard. Quand vous regardez ça, et bien, lorsque vous regardez aussi que pour la mise en œuvre du G5 Sahel, et bien, les armées africaines ont du mal à avoir des équipements, ont du mal à avoir des munitions, ont du mal à avoir un soutien réel en matière de renseignement et l'autre. Et lorsque vous regardez dans le même temps ce qui se passe en Europe, regardez comment les Occidentaux donc, déploient des moyens considérables pour aider l'Ukraine. Il faut savoir que depuis en 9 ans de présence au Sahel, si on mélange toutes les opérations, eh ben, ça n'a même pas atteint $1 milliard de dépenses de la part de la France ou de la part des soutiens de la France pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme djihadiste. Or, lorsque vous regardez ce qui se passe en Ukraine, là maintenant, selon que l'on soit européen ou américain, républicain ou démocrate, on a un peu une variation dans les montants, mais ça aussi entre 15 et 40 milliards de dollars déjà dépensés depuis le début de cette année, rien que pour la guerre en Ukraine. Donc, on voit que véritablement, il y a une espèce de deux poids, deux mesures. Et donc, tout ça fait que les populations regardent de plus en plus de manière sceptique cette intervention française en Afrique, et c'est ce qui a expliqué un peu plus le recul de l'influence, le recul, si tu veux, de cette espèce d'adhésion que les populations avaient vis-à-vis de la présence française au Mali. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les résultats, la France a perdu 57 hommes au Mali, les Maliens ont perdu entre 1200 et 1400 hommes, soit qui ont été tués, soit qui ont été emprisonnés. Mais ce qui est clair, c'est qu'en 9 ans de présence malienne,
sahélienne, même française au Sahel, dans le cadre de l'opération Épervier-Serval, puis Barkhane, eh ben, la menace djihadiste n'a pas été éradiquée. Au contraire, elle n'a jamais été aussi présente. Le problème également, c'est qu'après, la France a décidé de basculer dans l'opération Takuba avec un redéploiement de ces dispositifs. Mais il faut savoir que les 2 tiers des dispositifs français à l'extérieur, il faut savoir qu'il y a 7000 soldats français qui sont déployés dans des bases à travers le monde. Mais les 2 tiers de ces militaires-là sont déployés en Afrique et principalement au Sahel. Et donc cet échec-là de l'opération Barkhane était un peu prévisible, hein. Autant la France ne parvenait pas à changer, si tu veux, le cours de cette guerre-là sur le terrain, même s'il faut aussi reconnaître que la France a obtenu de bons résultats. Quelques chefs terroristes ont été tués, mais cela n'a pas suffi parce que c'est comme des serpents à plusieurs têtes. Vous coupez une tête, et bien aussitôt il y a une autre qui revient. Donc voici ce qu'on pourrait dire de cette opération Barkhane qui malheureusement, comme je l'ai dit, laisse un sentiment particulièrement mitigé pour les populations. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.